Bonjour et bienvenue au livre audio de Entre Chien et Loup de Mallory Blackman. Lu par moi, Hugo le Magnifique, partie 5, l'otage. La partie 5, chapitre, t'as le prologue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est le chapitre 9, en tout cas partie 5 de mon livre audio. Watch me. Ok, Sephi. C'est drôle la façon dont les événements se déroulent. Quand je suis arrivé à Shivers, j'ai cru que j'avais commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai pleuré toute la nuit sur mes rêves avec Callum, sur la vie que nous aurions pu avoir, sur ce qui s'était passé et ce qui aurait pu se passer, sur le refus de Callum de s'enfuir avec moi, de vivre avec moi. Callum n'avait même pas pris la peine de me dire au revoir. J'ai mis longtemps à cesser de pleurer. J'avais des tremblements aussi. Je ne pensais pas que l'alcool me manquerait à ce point. Je buvais pas tant que ça et je n'étais certainement pas une alcoolique. Mais après le deuxième jour, je me suis rendu compte que je souffrais de manque. L'infirmière du collège a diagnostiqué une grippe et s'est bien occupée de moi, mais mon corps eut besoin de 3 semaines pour se sevrer. Et même après, je devais me battre contre des envies irrésistibles de boire un verre. Je me suis donc plongé dans mon travail scolaire et dans les activités physiques. Ça commençait à payer. Shivers est en effet un excellent choix. Je peux doucement me remettre à mes derniers événements. J'ai enfin cessé de m'accrocher à mon enfance. J'avance. J'ai des nouvelles amies, Jacqueline et Robin, qui m'apprécient pour ce que je suis, mais pas pour la position sociale de mon père ou pour l'argent de ma mère. Le travail est plus difficile ici qu'à Heathcroft. Personne ne me pousse, je dois me prendre seul mes responsabilités. Les premiers mois à la maison me manquaient terriblement. Aujourd'hui, encore de temps en temps, mais beaucoup moins. J'ai passé Noël à Shivers et à part que Robin m'a invité à la neige avec sa famille. C'était génial. Maman et moi nous téléphonons de temps à l'autre, bien sûr, mais jusqu'à présent, j'ai réussi à rester éloigné de la maison. Je fais également partie d'un groupe dissident composé de primaires qui veulent changer le système. Nous devons être prudents. Nous avons tout fait serment d'agir selon nos propres moyens, d'aujourd'hui et plus tard, pour soutenir la cause de l'égalité entre les primaires et les Nihil. Nous savons que nous devons attendre que les dinosaures de la politique prennent leur retraite. Les dinosaures comme mon père, qui ne sont pas encore faits à l'idée que les Nihil ne sont plus nos esclaves. Il fait partie de ceux qui pensent qu'ils ne sont qu'à bon à nous servir. Ce groupe est une de mes meilleures raisons d'être venu à Shivers. Il me permet de me battre pour une cause que je crois juste. Je trouve dommage que ma sœur n'ait pas la possibilité de s'accrocher à un combat. J'ai compris aujourd'hui que seuls quelques individus sont responsables de l'organisation de notre société. Combien d'individus faudra-t-il pour changer cet état de fait? Je suis sûr que la plupart des primates n'ont aucun préjugé envers les Nihil, mais personne n'ose se lever pour crier « C'est injuste !» Mais pas plus que les autres, personne ne veut se faire remarquer. Au moins notre groupe affirme que la société doit changer et nous essayons de concrétiser ce changement. Nous avançons comme une armée silencieuse, une armée de termites dévorant les fondations pourries d'une maison. Nous arriverons, nous y croyons parce que nous n'avons pas le choix. Quelques mois après avoir rejoint le groupe, j'ai pensé demander à Minnie d'en faire partie elle aussi. Mais j'ai renoncé. Minnie n'a plus qu'une amie au lycée et les 2 fois que j'ai discuté avec elle, elle m'a avoué de supporter de moins en moins l'ambiance à la maison. Elle veut s'inscrire à l'université, une université le plus loin possible. Mais maman crie ou pleure à chaque fois qu'elle en parle. Je suis contente d'être partie. C'est égoïste, mais vrai. Selon Minnie, maman va toujours. Pas moi. Même quand les 2 filles réussissent à porter en douce une bouteille ou 2 dans le dortoir, je refuse. Je ne me fais pas confiance. C'est si facile de se cacher au fond d'une bouteille. Et puis tout ça, ça appartient au passé. À présent, je suis tourné vers l'avenir. Un avenir sans calome. J'ai décidé de devenir avocate. Mais je ne travaillerai que sur les affaires en lesquelles je crois. Je serai une nouvelle Kelly Adams. Je me leverai et je prendrai la parole. Je serai si célèbre et si populaire que personne ne pourra m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Ni le gouvernement, ni personne. J'ai enfin trouvé un but à ma vie. Je reconnais que je pense souvent à Callum, très souvent, mais je ne rêve plus. Peut-être que dans une autre vie ou dans une vie parallèle, Callum et moi aurions pu être ensemble. Mais pas ici, pas maintenant. Et je dois l'accepter. Elle a sa propre vie et j'ai la mienne. Je me demande si elle arrive à penser à moi, j'en doute. De temps en temps, quand je me lave les cheveux ou je me coupe les ongles de pied, je me pose la question. Ça ne dure qu'une seconde ou 2. Callum. Un jour, mon père a dit quelque chose à propos de la milice de libération. Il a dit, une fois que vous êtes avec eux, ils ne vous laissent pas partir.
J'ai eu le temps de méditer cette phrase ces 2 dernières années. Quand j'ai commencé, je n'étais qu'un simple soldat, mais j'étais plein de bonne volonté. De simple soldat, je suis devenu fantassin. J'obéissais aux ordres de la section, composée de 6 hommes et de 3 femmes. De fantassin, je suis devenu corporal et je suis monté jusqu'au grade de sergent. Sergent 19 ans, je pouvais être fier de moi. Pendant que je gravissais à un des échelons de la milice de libération, j'en ai profité pour régler quelques comptes. Avec les contacts dont je disposais, il ne m'a pas été facile de découvrir où habitait Dion Fernandez, Lola Jordan et Joanne Longshadow, celle qui avait battu Sophie parce qu'elle s'est assise près de moi, affichée avec moi parce qu'elle n'avait pas su rester à sa place. J'ai découvert à leur sujet tout ce que je voulais savoir, vie de famille, goût, dégoût, tout. Si j'avais appris une chose dans la milice de libération, c'est que tout le monde a une faiblesse. Il suffit de la trouver. Je me suis occupé de chacune l'une après l'autre. D'abord Lola, puis Joanne. J'ai gardé Diane pour la fin. J'ai pris grand soin de lui régler son cas. Il fallait qu'elle souffre. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est vrai. Cette fois, elle était même glacée. Et j'ai perdu une partie de moi-même en agissant de la sorte. Mais c'était dans l'ordre des choses. Le Callum McGregor, qui aimait s'asseoir sur la plage et regarder les couchers de soleil, n'existait plus. Il avait disparu, il ne restait que moi. L'échange n'avait pas été forcément très bénéfique, mais il n'y avait rien à dire de plus. Dans la nouvelle section à laquelle je venais d'être affecté, nous étions 4. Pete, Morgan, Lilia et moi. Pete était le chef. Nous le surnommions la force tranquille. Il parlait peu, souriait beaucoup. Je restais toujours sur mes gardes avec lui. Il était redoutable avec un couteau et il en planquait toujours au moins 4 sur lui. Morgan avait 20 ans. C'était le rigolo de la bande. C'était notre spécialiste en informatique et le meilleur chauffeur de toutes les sections à la milice de libération à 5 km à la ronde. Lélia avait mon âge et était capable de pénétrer dans n'importe quel bâtiment pour le faire sauter. C'était ma partenaire. Un soir, environ 2 mois après mes 18 ans, alors que je buvais un café dans un bar pour observer les rondes de garde devant un grand bâtiment, je l'ai rencontré pour la première fois. Plus qu'un bar, c'était un genre de salon de thé très chic qui servait des croissants, du café insipide. Il faisait froid et à part moi, il n'y avait que 3 hommes regroupés autour d'une table, environ 2 mètres de la mienne. Lilia s'est dirigée vers moi. Vous auriez quelques pièces pour un café? Et voilà un billet de 50. Un des crétins à la table d'à côté a ajouté un billet. Qu'est-ce que tu fais pour ce prix-là? Je l'ai regardé. Comment allait-elle réagir? Alors? L'homme a fait un clin d'œil à ses amis et a continué à agiter le billet sur le nez de Lélia. Je voyais qu'une colère froide l'avait envahi, mais le type était trop occupé à frimer devant ses copains pour le remarquer. Ou peut-être n'en avait-il rien à faire? Lélia s'est penchée pour prendre le billet, mais le type a aussitôt reculé le bras. Viens là, poulette, tu peux faire mieux que ça. Comment m'avez-vous appelé? A demandé Lélia d'une voix douce. Je me suis déplacé pour avoir une meilleure vue. Je pense que t'es à ma pointure, a grossement ricané le type. Ses amis l'ont imité. Levez-vous, a repris Lélia toujours si doucement. Et je vais vous montrer ce que je peux faire avec un billet de 50. Le crétin a obtemporé. 2 secondes plus tard, il était plié en deux de douleur. Ses parties intimes étaient entrées en collision violente avec le plié de Lélia. Vous avez raison, je suis à votre pointure, a lâché Lélia en lui arrachant le billet de ses mains. Crétin numéro 1 est tombé. Crétin numéro 2 et 3 auraient dû rester assis, mais ils ont cru malin de se lever. Grossière erreur. Quand elle a eu fini, ils étaient tous les 3 étalés par terre. J'ai fait signe au serveur qui avait assisté au massacre, les yeux écarquillés d'horreur. S'était approché en faisant un grand détour pour éviter Lélia. L'audition, s'il vous plaît, lui ai-je demandé. Puis je me suis tourné vers Lélia. Accepteriez-vous de dîner avec moi? Lélia m'a regardé, prête à se battre de nouveau. C'est à moi vous parlez? Oui, je vous invite à dîner. Loin d'ici, bien sûr. La police sera là dans 1 ou 2 minutes. Elle m'a observé des pieds à la tête avant de répondre. D'accord. J'ai regardé si le serveur arrivait avec l'addition, mais il prenait manifestement son temps. J'ai évalué le prix, j'ai posé le double de la somme sur la table. Nous sommes sortis sans nous presser. Pendant le trajet, elle n'a pas prononcé un mot. Nous sommes entrés dans un beau restaurant de viande. J'avais été pauvre trop longtemps et végétarien. Elle s'est assise sur le bord de sa chaise, prête à bondir en cas de nécessité. 2 menus, s'il te plaît, ai-je commandé à la serveuse. J'ai tendu la main à mon invité. Je m'appelle Callum. Leila, a-t-elle répondu en enfonçant ses poings dans ses poches. C'est comme ça que notre amitié a débuté.
Il m'a fallu de temps pour apprendre à la connaître, mais ça valait la peine. Nous avions le même sens de l'humour, ce qui rendait les échanges plus faciles. Je l'ai recommandée auprès de ma section. Elle avait été seule si longtemps qu'elle m'a été reconnaissante de l'avoir fait entrer à la milice, reconnaissante à l'excès, si reconnaissante qu'elle m'a proposé de coucher avec elle. C'était 1 ou 2 mois après notre rencontre. Nous étions dans une des bases retranchées et nous attendions le retour de Pete et Morgan. Merci pour la proposition, ai-je répondu. Je suis extrêmement flatté, mais je n'ai plus de place pour une seule chose dans ma vie, et c'est mon travail. Tu es sûr? A-t-elle insisté? J'ai accusé. Alors que je ne m'y attendais pas, Leila m'a embrassé. C'était agréable, seulement agréable. T'es sûr que tu ne changeras pas d'avis? Sûr et certain, ai-je souri. L'offre reste valable? Je ne l'oublierai pas. Et sans un mot de plus, nous avons continué à nettoyer nos armes. En fait, je ne voulais pas être distrait, même si les distractions étaient tentantes. Leila était très jolie, grande, aussi grande que moi, très fine, les cheveux noirs, les yeux verts, et toujours prête à sourire malgré tout ce qui lui tombait sur le coin de la figure. Évidemment, Pete et Morgan ne comprenaient pas mon refus. Je les ai entendus discuter tous les deux sur le fait que j'étais peut-être un homosexuel. Ça me faisait rire, mais je les ai laissés se poser des questions. Parfois, quand je me sentais vraiment seul, j'avais envie de profiter de l'offre de Leila, mais je ne l'ai jamais fait. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était des querelles d'amoureux qui auraient risqué de me détourner de mon but. En peu de temps, je m'étais fait une réputation. J'étais connu comme le fou, le premier à affronter le danger, le dernier sur place. Les membres de ma section me voyaient comme un type au nerf d'acier, au point qu'une fois Pete m'a demandé de me calmer un peu si je voulais pas y rester. Personne ne comprenait que justement, c'était peut-être ça que je voulais. Quand j'ai eu 19 ans, j'avais gagné mes galons et perdu mon âme. Pas devenir fantassin. J'avais dû battre un primate. J'ai tendu une embuscade d'un homme qui rentrait chez lui et je l'ai cogné jusqu'à temps qu'il tombe. Pour être normé caporal, je devais m'attaquer à 3 primates. Mais j'avais le droit d'être armé. J'avais un couteau et on m'avait appris à m'en servir. J'ai gagné une fois encore. Peu après, un des hommes est mort de ses blessures. Je pensais que j'en sentirais quelque chose, mais rien. Confirmation, j'en avais besoin et que j'étais mort à l'intérieur. Pour devenir sergent, peu importe, c'est absurde de s'absentir sur le sujet. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis devenu un des plus jeunes sergents de la milice de libération, le second de notre section, un des plus respectés, un des plus demandés. Ma mère me manquait. Je lui envoyais de l'argent dès que je pouvais, mais je ne sais jamais d'avoir. Ça aurait été dangereux pour moi comme pour elle. Je ne postais jamais de l'argent du même endroit. Dans mon genre de métier, je devais me montrer plus prudent. Pour maman, d'une manière ou d'autre, elle nous avait tous perdus, et ce n'était pas vraiment de sa faute. Je n'ai jamais croisé mon frère. J'ai entendu dire qu'il dirigeait une section dans le Nord. On m'a immédiatement prévenu que je devais attendre aucune faveur sous prétexte que j'étais le frère de Jules McGregor et le fils de Reine McGregor. Je n'ai rien demandé, je ne voulais pas de faveur. Ce qui m'importait, c'était la loyauté entière des membres de ma section. Une obéissance absolue quand il m'arrivait de diriger une opération. Sur ces 2 points, il n'y avait pas de problème. La police ne me connaissait pas mon vrai nom, personne ne savait à quoi je ressemblais. Il possédait en revanche le nom de code de notre section, Stiletto. Un stiletto est une arme blanche, oui, une arme blanche, très pointue et très tranchante. Ma section n'avait jamais de mission trop dangereuse. Nous étions le plus souvent chargés de procurer à la milice de l'argent, des explosifs, des armes à feu. Il suffisait de demander. Notre cause était juste, notre but était juste. Quelques mois après mon 19e anniversaire, Pete a reçu une information des plus hauts gradés de la milice. Il nous envoie un lieutenant pour vérifier l'efficacité de notre section. Efficacité, mon cul, a fulminé Pete. Nous n'avons aucun problème d'efficacité. Nous avons compris que ce n'était pas le jour de se frotter à lui. Nous ne savions pas quand le lieutenant en question arrivait et Pete tenait à ce que tout soit nickel pour que cet homme ou cette femme n'ait absolument aucune critique à formuler. Il a ordonné Leila de passer l'inventaire au peigne fin pour être sûr que tout était répertorié. Il s'est chargé lui-même de nos comptes pendant que Morgan et moi nettoyions la planque de bas en haut en gueulant. Nous étions installés dans des bouches d'égout sous le parc des célébrations. Elles étaient désaffectées et occupées par des rats. Ça sentait pas la rose malgré la ventilation, mais après 2 ou 3 semaines, on n'y prêtait plus attention. De toute façon, nous ne restions pas dans cette planque plus d'un mois ou deux.
Il n'y avait donc pas de raison de se prendre la tête. Morgane et moi avons vérifié que les grilles étaient fixées aux entrées et sorties de chaque tunnel et que toutes les issues étaient dégagées. Satisfait de notre travail, nous nous sommes tous attablés pour le dîner, hamburger et frites. Pourquoi n'y a-t-il personne pour garder l'entrée principale? J'ai immédiatement reconnu cette voix. Je me suis levé. Qu'est-ce que tu fais là? À moins que tu sois le chef de cette section, je te conseille de te rasseoir et de te taire, répondit la voix. C'est moi qui dirige cette section, était intervenu Pete en se levant. Vous deviez être en train de m'attendre. Je suis votre nouveau lieutenant, a dit mon frère, et je vous ai posé une question. Pourquoi est-ce que personne ne garde l'entrée principale? Je me suis rassis lentement sans quitter mon frère des yeux. Son regard m'a transpercé, j'ai pu lire dans ses pupilles qu'il se méfiait toujours de moi, et sa méfiance mettait tous les membres de cette section en danger. Sophie. Il était temps de rentrer. Les examens étaient terminés et je n'avais pas besoin d'attendre les résultats pour savoir que j'avais tout réussi. Maman avait amèrement fait remarquer que je n'avais plus de raison de rester éloigné de la maison. Moi, j'en voyais bien une. Je n'avais pas la moindre envie de rentrer. J'étais parti depuis près de 2 ans et demi et je traînais les pieds pour revenir. Mais AO était bien entamé et maman ne voulait plus entendre mes excuses. J'étais à court d'excuses. Maman et Minnie étaient venues me voir plusieurs fois, ensemble ou séparément, mais j'avais toujours réussi à ne pas leur rendre leur visite. J'avais toujours un autre projet, des vacances chez un ami ou chez une autre. J'avais enchaîné les bonnes raisons. Balade, camping, résidence à la mer, à la campagne, à la montagne. Tout et n'importe quoi, mais cette fois, maman ne l'entendait pas de cette oreille. Je n'avais pas le choix. Si je l'avais eu, j'aurais attendu d'avoir 70 ans et non pas 17, presque 18, pour remettre les pieds dans cette maison. Je détestais cet endroit. J'avais trop de mauvais souvenirs. Carl est venu me chercher à Shivers. Durant le projet, nous avons changé les platitudes d'usage. Il allait bien, sa famille allait bien, j'allais bien, mon école était bien, faire des conversations. Le voyage me semblait long, très long. Quand je suis arrivé, Minnie passait le week-end chez une amie et maman était allée chez sa tante Paulina. Elle avait laissé un message sur le répondeur expliquant qu'elle avait eu un problème de voiture et qu'elle n'arrivait donc pas très tôt à la maison. À vrai dire, ça m'arrangeait de ne pas me retrouver tout de suite face à face avec maman. Je n'avais pas encore décidé de la manière dont j'allais gérer ces retrouvailles. Sourire et humour, morosité et sérieux. De toute façon, je ne restais que quelques jours. J'avais dégoté un job d'été chez un avocat près de Shivers et je commençais la semaine suivante. Les cours reprenaient en octobre et maman comptait passer la fin de l'été avec moi. Raté. Bonjour à mademoiselle Sophie, m'accueillit Sarah en me serrant contre elle. Je l'ai moi aussi serré dans mes bras. C'est bon de vous retrouver, Sarah. Ai-je souri. Sarah jetait un regard autour d'elle avant de chuchoter. Une certaine personne a appris que vous étiez sur le retour aujourd'hui. Elle a laissé un message pour vous. Elle m'a glissé une enveloppe brune dans la main et, sans un mot, elle est retournée dans le bureau. Je n'avais pas besoin de demander de qui était cette lettre. J'avais reconnu l'écriture. Les battements de mon cœur se sont accélérés. Que voulait-il après tout ce temps? J'aurais dû jeter cette enveloppe à la poubelle. Non. Je l'ai ouverte et je l'ai lue. Sophie, je sais que nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps et tu te souviens peut-être pas de moi. Moi, oui. Pourrions-nous, s'il te plaît, nous retrouver à 9h à notre lieu de rendez-vous d'avant? C'est très important, mais je comprends si tu ne venais pas. 2 ans, presque 3, c'est long. Une éternité. Pourquoi voulait-il me retrouver? Qu'est-ce qui pouvait être si important? Ces sentiments que j'avais repoussés pendant si longtemps ont refait surface? Avais-je réellement envie de le revoir? Je me doutais bien que retrouver Callum risquait de mettre en péril mes projets minutieusement construits. Il avait suffi d'un petit mot pour me mettre dans tous mes états. Non, je n'irai pas. Callum avait sa vie à présent et j'avais la mienne. Nous vivions dans deux univers si différents. Pourtant, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Quel mal y aurait-il à lui parler une minute ou deux? J'étais une grande fille. Oh boy, on va sortir ça hors de contexte. Hugo, la grande fille. Après tout, plus d'une enfant, je pouvais me contenter de le saluer. Nous pourrions discuter de ce que nous avions fait ces dernières années. Nous nous quitterons de meilleur terme que la dernière fois. Il n'y avait pas de mal à ça. N'y va pas, Sophie. Quel était le mal? N'y va pas. Il n'y a pas de mal. Non, n'y va pas. C'est comme dans sa tête, là, en tout cas. T'en vas une discussion avec elle-même, fait que c'est pour ça que... Ouais, en tout cas. Calme! Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire, a demandé Jude. Des grognements affirmatifs ont répondu. Une voix aiguë s'est élevée.
Ouais, tu l'as demandé 20 fois. Elle ne viendra peut-être pas, ai-je fait remarquer. Salut ton message, elle viendra, a affirmé Jude. Il m'a jogué du regard. Il m'a jogué du regard. Colin. Qu'est-ce qui t'arrive, petit frère? T'as un problème? Tu veux plus y aller? J'ai enfilé ma veste en cuir. Pourquoi est-ce que j'aurais un problème? Nous devons être sûrs que nous pouvons compter sur toi, c'est tout, a rétorqué Jude. Tout le monde s'est retourné vers nous. Je n'ai pas cherché à dissimuler mon hostilité envers mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jude n'a pas répondu. Je me suis adressé aux autres. Y a-t-il quelqu'un ici qui doute de ma loyauté? Silence. J'aime mieux ça. Si tu laisses tomber, alors chez Jude, je m'empresserais d'oublier que t'es mon frère, c'est compris? Je n'ai même pas daigné répondre. Mon frère pouvait aller se faire voir. Cette opération va nous rendre célèbres, a lancé Morgane en frappant sa main dans celle de Pete. Et riche, a renchéri Jude. Pensez à tout cet bel argent que nous allons palper et qui va tomber dans les coffres de la milice. Merci, papa, a ri Morgane en se frottant les mains. Et une fois cette mission accomplie, ajouté Jude à l'adresse de Pete, tu pourras mener tes propres opérations où tu voudras dans le pays. Pete a haché avec satisfaction. Ça me plaît. C'était la première fois que je le voyais sourire à mon frère. La promesse d'une plus grande armée à diriger l'a aidé à oublier son ressentiment envers Jude et qui avait usurpé son autorité. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ai-je dit. Toujours aussi optimiste, hein? Assurait mon frère. Si tu fais ce que tu dois faire, tout se déroulera comme sur des roulettes. Je n'en doute pas une seconde. C'est fié. J'ai ôté mes sandales et je me suis dirigé vers l'eau éclairée par la lune. Je ne m'étais pas senti aussi tranquille depuis longtemps. Mes idées s'étaient ordonnées. Je pouvais penser à papa et me dire que sa carrière politique était ce qu'il y avait de plus important. Il n'aurait jamais de temps pour moi, ma soeur, ma mère. Nous existions que parce qu'il n'avait besoin d'afficher une famille. Ça ne me faisait plus mal, c'était la vie. Papa avait choisi et je n'en souffrais plus. J'ai remué mes talons et mes doigts de pied dans la table fin. J'ai atteint l'eau et je me suis avancé jusqu'aux chevilles. J'ai balancé mon pied, regardé les gouttelettes argentées retomber. C'était mon jeu de petite fille. Et puis je repensais à ma mère que j'ai cessé de jouer avec l'eau. Je l'ai toujours déçue et ça ne changerait jamais. Je n'étais tout simplement pas comme il le faut. Pas assez féminine, pas assez élégante, pas assez jolie. C'était comme ça, je n'y pouvais rien. Ma mère était déçue par la vie, ses erreurs étaient gravées en rides déjà profondes de son visage, mais je ne voulais pas la laisser m'utiliser comme une seconde chance. J'avais des projets. En septembre, je serais majeur et j'aurais toute ma vie devant moi. Une vie pleine de choix et de décisions à prendre, d'occasions à saisir aussi. Je voulais être la seule à contrôler ma vie. Pour calmer moi, eh bien, je me demandais pas la lune. Notre amitié me suffirait. Rien ne serait comme il y avait quelques années. Peut-être serions-nous capables de trouver une place pour l'autre dans notre vie respective. Peut-être. Je regardais l'heure pour me demander quand Callum allait décider à apparaître. Je me suis tourné et Callum se tenait devant moi. Il était arrivé aussi silencieusement qu'un fantôme. Il avait beaucoup changé, il avait grandi. Il était très mince, presque maigre, mais musclé. Son jean usé, sa veste de cuir lui donnait une allure mystérieuse. Il portait les cheveux plus longs, ça lui allait bien. Tout chez lui semblait différent. Callum l'adolescent avait disparu pour laisser place à... J'ai souri intérieurement. J'ai cru inconsciemment que les choses restaient exactement comme je l'avais laissé, mais j'étais contente de m'être trompée. Est-ce que moi, j'avais autant changé? Sans doute. Tu es plus discret que jamais? L'ai-je félicité en souriant timidement. J'ai glissé mes pieds dans mes sandales et j'ai ouvert les bras pour le serrer contre moi. Je m'attendais à un accueil plus chaleureux, mais Callum ne souriait pas. Et même pas dans le pénombre, je devinais que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai laissé retomber mes bras sur le long de mon corps. Callum s'avançait vers moi et m'a embrassé, un baiser rapide et glacé sur les lèvres. Puis il a reculé de quelques pas. Son regard, ses yeux étaient remplis de regret. C'est à ce moment que j'ai vu les autres. Ils étaient derrière lui. Ils étaient quatre. Quatre nihil. J'ai jeté à Callum un regard d'incompréhension. Il m'a répondu par une expression de résignation. Je ne voulais pas en savoir plus. J'ai tourné les talons et je me suis mis à courir. Je devais m'éloigner de Callum. Je devais courir pour sauver ma vie. Ils étaient à mes trousses, j'entendais leurs cris. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient et je n'essayais de pas comprendre. « Cours, Sophie, ne t'arrête pas! »
Mes pieds s'enfonçaient silencieusement dans le sable. Ma respiration était devenue rauque. Je ne voyais rien. Des nuages cachaient la lune. L'air iodé me brûlait la gorge. Cours, cours, cours! Ne regarde pas en arrière, ils t'attraperont si tu as une seconde d'hésitation. Ne regarde pas. Et surtout, ne pense pas à lui. Ne pense pas à rien. Cours, c'est tout. Tout à coup, j'ai compris mon erreur. J'étais au beau milieu de nulle part. Et ma course m'éloignait des dunes. Et 4 Nihil étaient à mes trousses. 5 Nihil. Vers la mer, cours vers la mer. J'ai pris un virage à 180 degrés. Je me suis lancé dans la nuit. Avant d'avoir fait 3 pas, j'ai été intercepté. Des bras entouraient ma taille. Je me suis débattu. Je balançais mes jambes et ma tête dans tous les sens. Ouch! Il m'a lâché. Je me suis remise à courir. Sale petite pute primate! Oh boy. Un poing s'est enfoncé dans mon estomac. Je me suis étalé dans le sable. Ça, c'est pour ma sœur, à l'ancienne voix. Mon estomac était en feu. Je me suis recroquevillé sur moi-même. Des bras m'ont enlacé et m'ont serré jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. L'homme qui me tenait m'a secoué, m'a remise debout, sans me donner le temps de reprendre ma respiration. Il a passé ses mains sous mes aisselles et m'a tiré derrière lui. Mes talons nus heurtaient des pierres pour poignées dessus. J'ai essayé de lever les bras pour échapper à l'étreinte de l'homme. Ça a marché, mais il m'a récupéré par les mains. Il a continué à me traîner comme ça, puis il a sauté sur un rocher. J'ai cru que mes mains allaient se détacher de mes bras. J'avais mal partout. J'ai fermé les yeux, j'ai échappé un gémissement. Ouvre les yeux, ne t'évanouis pas. J'ai rouvert les paupières. La lune était juste au-dessus de moi. Pendant une seconde, je n'ai pu ressentir aucune douleur et soudain, ils m'ont enfoncé un sac sur la tête et tout était devenu noir. Calme. On a réussi! A triomphé Jude. On a réussi! Pierre et Morgane ont improvisé une gig. Oui, nous avions réussi. Nous avons kidnappé Perséphone Adley, la fille de Kamal Adley, et elle ne reverrait pas la lumière du jour avant que Kamal n'obéisse à nos ordres. Nous avions ligoté ces filles et nous l'avions jetée dans le coffre de la voiture. Nous avions regagné une planque inviolable, située au milieu de nulle part. Nous avions été très habiles. Je suis fier de toi, petit frère. Jude m'a donné une grande tape dans le dos. Je me suis retourné, je l'ai attrapé par le col de sa veste et je l'ai collé au mur. Ne me doute plus jamais de ma loyauté, tu m'entends? Là, je crachais au visage. Du coin de l'œil, j'ai vu Morgane avancer vers moi, mais Pete l'a retenu. Je m'en fichais. Si je devais leur casser la gueule un par un pour pouvoir dire à mon frère ce que j'avais à dire, je le ferais sans hésitation. Jude et moi sommes restés silencieux un moment. T'as compris? J'ai jeté en le plaquant encore un peu plus vers le mur. D'accord! A fini par accuser mon frère. Je l'ai lâché immédiatement. Nous sommes observés. Tiens donc, la petite souris a appris à rugir, on dirait. A-t-il ricané? J'ai serré les poings. Hé, du calme, petit frère, du calme. J'ai levé les poings, manifestement amusé par ma colère. J'ai serré les poings un peu plus fort. Je n'avais jamais eu autant envie de le cogner. J'avais envie de l'écrabouiller. La haine me dévorait les entrailles. Elle se nourrissait d'elle-même, prenait de la force à chaque seconde. Tu as fait du bon boulot, m'a félicité Jude d'une voix douce. Je lui ai tourné le dos. Ses compliments ne m'importaient pas. Morgane, Pete et Layla avaient la même expression d'admiration béante sur leur visage. On fait quoi maintenant? A demandé Pete. Il ne lui en voulait vraiment plus du tout. On fait passer la demande de rançon Adley, accompagnée d'une preuve que nous détenons la fille. A répondu Jude. Quel genre de preuve? Ai-je aussitôt voulu savoir. Ma voix avait une intonation aiguë, trop aiguë. Qu'est-ce que tu proposes, petit frère? C'était un test, encore un. Je vais m'en occuper. Je découperai une mèche de cheveux et je la fumerai avec le journal du jour. À mon avis, on a besoin d'un truc plus convaincant qu'une mèche de cheveux, a suggéré Jude. Encore un test? Tu penses à quoi? À toi de me le dire, petit frère. J'ai forcé mon cerveau à fonctionner de façon purement mécanique. Ce n'était pas Sophie dans la pièce à côté. Ce n'était qu'une primaire qui allait nous permettre d'obtenir ce que nous voulions. Ce n'était pas Sophie. Un vêtement à elle, taché de sang, ça aurait sans doute plus efficace. Ai-je dit? Bonne idée, accusait Jude. On se prend comment? Je m'en occupe. J'ai pris la caméra sous l'étagère et glissé un CD neuf dedans. Un étrange silence avait empli la pièce. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que tout le monde me regardait. Oui? Ai-je demandé, la mâchoire serrée? Chacun s'est ostensiblement remis à son activité. J'ai pris des ciseaux et un couteau aiguisé dans le terroir et j'ai attrapé le journal du jour. J'ai traversé le couloir qui menait à la pièce où nous avions enfermé Sophie. Tout était dégoûtant et graisseux et plein de poussière. Je lui avais demandé que tout soit nettoyé en regardant Layla avec insistance,
Elle lui avait répondu en levant son majeur. Nous avions entassé nos sacs de couchage dans le salon avec tout notre équipement. Boîte de conserve, armes, explosifs, un petit téléviseur, une radio. Juste à côté, ça retrouvait la pièce où Sophie était enfermée. Dès que nous avions appris que Sophie allait rentrer chez elle, Jude et Pete avaient commencé à préparer son enlèvement. Ils avaient obtenu l'autorisation du général lui-même et son bras droit devait venir en personne nous rendre une petite visite dès demain. Il avait fallu une grosse organisation. Ne risquons rien dans cette planque, mais pour plus de sécurité, les entrées seraient gardées en permanence. Chaque détail avait été prévu. Et nous avions réussi. Nous avions Sophie. Non, pas Sophie. Ce n'était qu'une primaire qui méritait tout ce qui lui arrivait. Je ne pouvais m'occuper de tout ça. Je devais m'occuper de tout ça. Fais ton devoir, Callum, fais ton devoir. Je me répétais cette phrase depuis que je l'avais rejoint une milice de libération. Chaque fois que j'étais obligé d'agir d'une manière ignoble. Fais ton devoir, Callum, fais ton devoir. J'ai ouvert la porte de la cellule. Sophie! Oh. En attendant la clé tournée dans la serrure, j'essayais de me redresser, de m'asseoir. J'étais allongé sur un vieux matelas à ressort, tout défoncé. J'ai mis un grogue-main, j'ai grimacé. Je me suis plié en deux. Mon estomac était si douloureux. Tout mon corps me faisait mal, de la pointe des pieds à la racine des cheveux. Avait-il essayé de m'étrangler? Ma gorge était terriblement sensible. La porte s'est ouverte, j'ai retiré mes mains de mon ventre. Je ne voulais pas leur donner le plaisir de leur montrer ma douleur. Callum, j'ai reçu une flèche en plein cœur. C'était plus le Callum avec qui j'avais grandi. J'avais été stupide de penser qu'il aurait pu rester le même. Il m'avait piégé. Il s'approchait de moi. Effrayé, je me suis reculé contre le mur. Un piège. Et comme une imbécile, je me suis précipité dans ce piège. J'ai cru une seconde que mon mouvement de recul l'avait fait hésiter, mais ce n'était que dans mon imagination. Il se fichait ce que je pouvais penser de lui. Il m'a tendu la main. Je me suis recroquevillé sur moi-même. Il avait des ciseaux à la main. Je me suis mis à trembler, puis j'ai serré les dents pour faire cesser le tremblement. Quoi qu'il arrive, n'en pleure pas, ne supplie pas. Callum a posé sa main sur mes cheveux. Je me suis immobilisé. J'ai levé mes yeux vers lui. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Mon esprit était fermé. J'ai entendu le cliquetis des ciseaux et Callum s'est écarté. J'ai été tellement soulagé que j'ai eu une nausée. J'ai porté la main à mes cheveux. Il m'avait coupé une mèche, c'était tout. Il m'avait juste coupé une mèche de cheveux. Je veux que tu tiennes ce journal, a dit Callum. Sa voix avait aussi changé. Elle était plus grave, plus rock. Pourquoi? Ai-je demandé. Je dois te filmer pendant que tu tiens ce journal. Je refuse de t'aider. J'ai croisé les bras sous ma poitrine. Deux nihils sont apparus dans le cadrement de la porte. Un des deux était une femme. Tiens ce journal, je vais te casser les bras et t'arranger le portrait d'une façon que tu n'auras plus le choix, a menacé l'homme. Callum se retournait vers lui. Je l'avais déjà vu quelque part, mais je n'arrivais pas à me rappeler où. On n'a pas besoin d'être surveillé, a mormonné Callum. On ne te surveille pas, on t'observe, petit frère. Jude, c'était Jude, le frère de Callum. Rien de tel qu'un petit enlèvement pour approcher les familles, hein? Ai-je lancé sarcastiquement. Tiens ce journal devant toi, Sophie, a répété Callum. J'obétis avec réticence. Callum a levé sa caméra et l'a baissée aussitôt. Je n'ai pas besoin de spectateurs, a-t-il soupiré. Je suis venu admirer la fille du célèbre Kamal Adley, a répliqué la femme. Elle et la petite cuillère en argent qu'elle a dans la bouche. Je l'ai défiée du regard en essayant de ne pas réagir à la haine perceptible dans sa voix. Elle ne me connaissait pas, mais elle me détestait. J'étais une primaire, c'est tout qu'elle avait besoin de savoir. Je parie que tu n'as jamais eu besoin de t'inquiéter d'autre chose que la couleur de ton vernis à ongles, a continué la femme. Leila, retourne à ton poste à l'entrée, lui a ordonné Jude. En me lançant un dernier regard haineux, la femme obéit. Je devais me méfier d'elle. Aucune chance qu'elle me tende la main si j'avais un problème. Je veux que tu lises un message pour ton père, m'a ordonné Callum en me tendant une feuille. Il a levé la caméra de façon à voir l'écran. Je regardais la feuille. S'il croyait que j'allais lire ce truc, il se trompait lourdement. J'ai froissé le papier, je l'ai jeté au visage. « Papa, ne leur donne pas un sou !» ai-je crié. Callum a baissé la caméra, mais avant qu'il ait le temps d'ouvrir la bouche, Jude avait traversé la pièce et m'avait soulevé de mon matelas. Il m'a giflé avant de me secouer. « C'est pas toi qui décides ici, c'est nous! Et tu veux rester en vie, tu vas nous obéir au doigt et à l'œil, tu sais compris? » Je me suis frotté la joue en essayant de retenir mes larmes. « Tu vas faire ce qu'on demande, » a poursuivi Jude d'une voix douce.
Cette fois, c'est un jeu transformé ton séjour ici en enfer. Aucun d'entre nous ici n'a l'intention de céder à tes caprices. Il m'a lâché si brusquement que je me suis cogné la tête contre une brique. Jude s'est redressé, s'est retourné. Elle a traversé la pièce. Il s'est arrêté une seconde près des Callum. « Fais-toi obéir !» a-t-il dit d'une voix assez forte pour être certain que je l'entende. Et il est parti. Pendant une seconde, j'ai pensé de profiter de ce moment pour tenter une évasion, mais Callum se tenait entre la porte et moi, et apparemment cette fille-là gardait l'entrée. Je n'hésiterais pas une seconde de me tuer s'il le jugerait nécessaire. Je devais être patiente, si seulement ma tête pouvait cesser de résonner, si jamais mon estomac pouvait cesser à se contracter, si seulement... Je devais faire parler Callum, l'obliger à se souvenir de moi, de nous. Si je parvenais à lui rappeler que je sais être un être humain, avec un nom, des pensées et des émotions au lieu de ce rien que j'étais à ses yeux. Maintenant, Callum, je comprends pourquoi tu crois devoir agir ainsi, ai-je commencé, mais ce n'est pas la bonne manière. Rien. Mais je n'abandonnerai pas. Callum, écoute-moi. À Shiver, j'ai participé à des manifestations, des débats. Tu essaies de changer la société par la violence, tu remplaces une injustice par une autre. Ça ne sert à rien, il y a d'autres moyens. Comme quoi, faire des études pour combattre le système de l'intérieur. J'ai essayé ça, tu te rappelles? Je sais, mais tu devais essayer nouveau, je pourrais t'aider. Tais-toi, je ne veux pas de ton aide. Votre charité, votre sympathie me rendent malade. M'a-t-elle interrompu. T'es comme les autres. Tu crois que nul et nihil ne pour rien faire sans être déprimant, sans que vous soyez là pour superviser. Il tremblait de rage, me suis forcé à poursuivre. Ne me déteste pas de vouloir changer les choses. Je crois en toi, Callum. Tu peux changer le monde. Je sais que tu es capable. Je ne sais pas te dire comment tu dois agir, ni de te donner le conseil. Je veux vraiment t'aider. Arrête! C'est ce journal et lis ce que j'ai écrit. M'a ordonné Callum en me redonnant la boule de papier que j'avais jetée. Je le regardais. Lis! A-t-il répété. Il était concentré sur sa caméra. Seulement sa caméra. Callum, s'il te plaît. Lis! Après un moment de silence, j'ai commencé à lire. Callum. Papa, on m'a forcé à lire ces lignes. J'ai été enlevé. On m'a dit que tu ne me reverrais jamais si tu n'obéissais pas aux instructions. Tu trouveras toutes les instructions dans l'enveloppe qui accompagne ce disque vidéo. Tu as 24 heures pour obéir. Si tu ne le fais pas, ils me tueront. Si tu préviens la police, ils me tueront. Ils ont les moyens de suivre chacun de tes déplacements et de contrôler tes appels téléphoniques. Si tu veux avoir envie, s'il te plaît, fais ce qu'ils te disent. Sophie a levé les yeux de la feuille. Des larmes coulaient ses joues. Je lui ai indiqué de la main qu'elle devait tenir le journal plus haut. Elle a immédiatement obéi. J'ai zoomé sur la date du journal avant de zoomer sur son visage. Elle s'essuyait les yeux du revers de la main. Elle ne regardait pas la caméra. Elle me regardait moi. J'ai éteint la caméra. Ça devait aller. J'ai repris le journal. Je l'ai examiné dans la tête aux pieds. Qu'est-ce que tu as sur toi? Quoi? Tu m'as très bien entendu. Déconcentrée, Sophie a répondu. Un pantalon, un pull et une veste. Dis-moi tout ça que t'as sur toi. Silence. Je peux regarder moi-même. Ai-je menacé? Des sandales, un jean, une culotte, une montre, un soutien-gorge, un t-shirt, un pull, un collier, une veste, des boucles d'oreilles. Enlève ton t-shirt. Non, enlève-le ou je l'enlève moi-même. Sophie m'a jeté un regard effrayé. Elle a sans doute pensé que j'étais prêt à mettre ma menace à exécution parce qu'elle a ôté sa veste. Tu vas me tuer, Callum? Ne sois pas ridicule. J'ai fermé les yeux et je me suis retourné pour qu'elle ne voie pas mon visage. Je n'avais jamais réalisé à quel point toi et ta famille vous me détestez, a murmuré Sophie. Je me regarde comme s'il voulait me réduire en bouille. Pourquoi me détester autant? C'est moi personnellement ou ce que je représente? Je n'ai pas répondu. Je me suis assis pour ranger la caméra dans la sacoche pendant qu'elle continuait à se déshabiller. Je ne suis pas idiote, tu sais, a continué Sophie de la petite voix en se débarrassant de son pull. Vous ne portez pas de masque, vous dissimulez pas vos voix. Je suis parfaitement capable de vous identifier, mais vous vous en fichez. Ce qui peut signifier qu'une chose. Vous avez décidé de me tuer, même si mon père fait ce que vous lui demandez. Mes gestes sont restés en suspens. Je me suis retourné vers elle. L'un d'entre vous va me tuer. La seule question est de savoir quand et qui. Elle a fait passer son t-shirt par-dessus de sa tête et l'a jeté par terre. Et maintenant? A-t-elle demandé. Tu peux remettre tes autres vêtements. J'ai ramassé le t-shirt. Pendant qu'elle enfilait son pull, j'essaie de ne pas la regarder. J'essaie de toutes mes forces. Mais oh non, sérieux, là. Mais elle avait tellement changé. Son corps avait tellement changé. Oh, mais elle avait des seins maintenant.
Son soutien-gorge mauve, loin de les cacher, les mettait en valeur. Sa taille était fine et son ventre si plat, ses jambes si longues. Son visage avait perdu les rondeurs de l'enfance. Elle était belle, très belle. Elle a levé les yeux vers moi et je me suis détourné. Si ton père fait ça qu'on lui demande, tout se passera bien. Tout se passera bien? Comme maintenant? A tristement ricané Sophie. Quel homme, je sais que pour toi c'est l'occasion de rêver de prendre la revanche. Cette revanche à laquelle tu ne cessais sans doute de penser alors que tu faisais semblant d'être mon ami. Tais-toi, Calum, ignore-la. T'as suffi de l'ignorer. Ne te laisse pas tes sentiments prendre le dessus. Ne lui montre pas ce que tu ressens pour elle. Et cette nuit que nous avons passée tous les deux dans ma chambre, est-ce qu'elle n'avait aucune signification pour toi? Tu parles de cette nuit, 2 jours avant que vous les primates assassiniez mon père? Ton père n'a pas été assassiné. Il est mort électrocuté en cherchant à s'évader de la prison. Mon père a choisi la mort parce qu'il refusait de passer le reste de sa vie en prison pour un acte qu'il n'a pas commis. Sophie a baissé les yeux 2 secondes. Elle a relevé le menton projeté. Je n'ai pas tué ton père, Calum. Je ne voulais pas qu'il meure. Si tu l'as tué, toi et tous ceux de ta race. Je refermai la sacoche de la caméra. Et donc tu vas me tuer. Mais ce n'est pas toi qui le feras, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton genre. Tu n'as pourtant pas hésité à te servir de notre amitié pour que des petits copains m'attrapent. Tu te laisses toujours le sale boulot aux autres. Je lui lancé un regard noir. Tu ne seras pas la première primate que je tuerai. Et ça sera facile, n'est-ce pas? Après tout, je ne compte pas, je ne suis rien, juste une sale primate noire. Oh boy, un crime. Oh ouais, ça sort pas hors de contexte. Exactement comme toi qui n'es un salaud de néant. Tabarnan. Une rage froide m'avait envahi. J'étais dans l'état parfait pour ce que j'avais à faire maintenant. J'ai pris la main de Sophie avant qu'elle ait le temps de se débattre. J'ai enfoncé mon couteau dans sa chair de son doigt. Les yeux de Sophie se sont emplis de lames. Et ma colère était aussitôt retombée. Sans doute n'était-elle pas authentique. C'était une colère préfabriquée, forcée, censée à m'aider à accomplir ce geste. Censée à m'aider à accomplir tous mes actes, à accomplir ma vie. Pardon, ai-je marmonné en enroulant son t-shirt autour de son doigt. Je devais récupérer le maximum de son sang sur le vêtement. Je ne la regardais pas, je n'avais pas la force. Le coton blanc buvait le liquide rouge comme du papier buvard. J'ai déplié le t-shirt, je suis sa main ensanglantée avec. Avec ça, ton père nous prendra au sérieux. Sophie essayait de retirer sa main, mais je la retenais. Tu as l'air d'adorer ça? A-t-elle sifflé. Non, c'est faux. Je libérai son poignet. Sophie a mis son doigt dans sa bouche en grimaçant. Ça devait la piquer. Puis elle a regardé la blessure. Ça saignait toujours. La blessure était profonde pour nous deux. Je l'avais coupée profondément, plus profondément que je l'aurais voulu. Au moment où elle remet son doigt à sa bouche, je lui ai repris le poignet. Elle a essayé de se débattre, mais je la tenais fermement. Peut-être croyait-elle que j'allais de nouveau la couper. J'ai mis son doigt dans ma bouche et nous sommes restés aussi immobiles, croyant-elle 1 seconde, 1 heure. Sophie a bougé la première. Elle a doucement retiré son doigt. « Quand vous aurez décidé d'en finir avec moi? » a-t-elle murmuré. Je voudrais que ce soit toi qui le fasses. Ce sera la dernière faveur que je te demande. Fais en sorte que je meure vite. Sur ces mots, elle m'a tourné le dos, s'est allongée sur le matelas. Je ne pouvais détacher mes yeux de son corps. Colin. Je ne pouvais détacher mes yeux à son corps allongé. Oh, j'étais si tendu que j'aurais pu me briser en deux comme une brindille. J'ai attendu un peu à me lever. J'ai quitté la pièce en prenant soin de fermer à clé derrière moi. Je me suis laissé aller contre la porte, les paupières fermées. Je devais faire mon devoir. Oui, faire mon devoir. J'ai croisé mon frère dans le couloir en retournant vers le salon. Il m'observait d'un air soupçonneux. « Quoi? » lui ai-je demandé agacé. Il ne me lâchait jamais plus d'une demi-seconde. « Donne-moi le disque. » J'ai étendu le t-shirt et la mèche de cheveux, puis j'ai ouvert la sacoche et j'ai sorti le disque vidéo. Je l'ai soigneusement glissé dans sa poche. Il a examiné le t-shirt avec attention, puis il m'a adressé un sourire admiratif. Il semblait soulagé. « Cette fois, je suis sûr que t'es de mon côté. Bien joué, petit frère. Pete et moi allons livrer tout ça avec notre demande de rançon. Leila et Morgane garderont la planque. Sophie Adley sous ta responsabilité, c'est compris? » Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas dans les règles qu'un chef de section et son second partent en mission ensemble. Pourquoi Jules voulait-il accompagner Pete? Ça cachait quelque chose. « Nous serons revenus demain matin, » a continué Jude. « Si le bras droit du général se présente avant notre retour, accueille-le une fois qu'il t'a donné le mot de passe. » C'est quoi? Homme doré.
Je me suis plaqué contre le mur pour lui permettre de passer. Je l'étais mon frère, mais je ne lui accordais aucune confiance. Plus que jamais, j'éprouvais le besoin d'assurer mes arrières. J'avais intérêt si je voulais rester en vie. Je n'avais aucune confiance en lui. C'est fini. La porte s'est rouverte. Je n'ai même pas pris la peine de me retourner. J'étalon juste le côté face au mur. Je me frottais l'estomac. La douleur était toujours vive. Dîner, annonçait la voix rauque de Callum. Je l'ai ignoré, j'ai continué à me frotter l'estomac en attendant que la porte se referme. Mais je n'entendais aucun bruit. Si, tout à coup, les pas de Callum sur le sol en ciment. J'ai immédiatement cessé de masser le ventre, mais je me ne suis pas retourné. Callum a posé une main sur mon épaule et m'a retourné vers lui. Dîner. Il m'a pris une assiette en plastique sous le nez. Je me suis assise en lui en lançant un regard noir. Puis j'ai pris l'assiette et je l'ai jetée contre le mur. L'assiette est tombée par terre, la première, aussitôt suivie de la bouillasse marron qu'elle le contenait. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je me suis de nouveau tourné contre le mur et je me suis rallongé. Silence. Mais je ne voulais pas tourner pour voir ce qu'il fabriquait. Après un court moment, j'ai entendu se diriger vers la porte, sortir et refermer la clé. Il n'oubliait jamais de refermer la clé. Quel homme! Si je pouvais m'arrêter de penser pendant seulement 5 secondes, j'arrivais peut-être à m'endormir, mais je n'y parviendrais pas. Et je me retournais dans mon sac à couchage qui s'entortillait à chaque fois un peu plus autour de moi. Les paroles de Sophie tournaient et tournaient dans ma tête. Un d'entre vous devra me tuer. Non, c'est faux. Oui, elle nous a vus, mais quand nous aurons obtenu ce que nous voulons, nous disparaîtrons dans la nature. Est-ce qu'elle avait raison? Un d'entre vous devra me tuer. On dirait que tu as besoin de compagnie. Leila. J'ai ouvert les yeux lentement pour faire croire que j'étais profondément endormi. Qui est de garde? Je suis venu aux toilettes, ça te dérange pas? Je me suis assis. Si ça me dérange, tu peux pisser, va dans les bois. Tu dois pas laisser l'entrée sans surveillance. Hé, je suis pas un garçon, a protesté Leila. Je veux pas faire pipi debout. C'est pas une excuse. Calme, t'es en colère, mais c'est pas une raison pour passer tes nerfs sur moi. J'ai enfilé mon t-shirt. Je suis pas en colère, je passe pas mes nerfs sur toi. Je te rappelle, ton boulot, c'est tout. Ne te crois pas obligé de travailler pour moi, a-t-elle murmuré en passant sa main sur ma poitrine. Retourne à ton poste, ai-je aboyé. Leila s'est levée. Ok, à tes ordres. Tu sais quoi? A-t-elle acheté? Quoi? Je crois que c'est pour ça que je t'aime bien. J'ai froncé les sourcils. Parce que tu es le seul mec que je connais qui ne veut pas à tout prix coucher avec moi, a-t-elle expliqué. J'ai souri. Ne le prends pas contre toi, Leila. Ça n'a rien de personnel. Merci, mais c'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. Elle est partie, je me suis levé. J'allais prendre une bière et rejoindre Morgan à l'autre entrée. Soudain, j'entendais un bruit. La porte s'est ouverte violemment. J'ai cru que la police nous avait trouvés, mais non. Leila se tenait devant moi avec un étranger. Il faisait à peu près ma taille et ses cheveux blonds étaient ramenés en queue de cheval. Il portait une chemise noire et avait glissé le bas de son pantalon chic et sans doute cher dans ses bottes. Il avait relevé le col de son impair dont les pans battaient comme une cape. Le plus étrange est qu'il tenait Leila par le bras. Morgan a fait irruption dans la pièce. Qui dirige cette section? Morgan s'est tourné vers moi. C'est toi? M'a demandé l'étranger. Je croyais que vous m'attendiez. Lâche-moi! A crié Leila en essayant de se dégager. L'homme l'a poussé derrière lui, rudement. Leila a failli tomber. Elle a fait volte-face, prête à se battre avec lui. L'homme a levé une main. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. C'est ça qu'il a dit, mais c'était suffisant. Leila a ravalé sa colère. Voilà donc la fameuse section stiletto. L'homme nous a regardé un à un. Eh bien, pour le moment, je ne vous trouve pas très impressionnant. Vous êtes celui dont nous attendons? A demandé Morgan. Exactement. J'ai croisé mes bras sur ma poitrine. Le mot de passe? Toi d'abord, a ordonné l'homme. Certainement pas, c'est vous l'intrus ici. J'ai fait signe à Morgan de se tenir prêt. Elle nous avait surpris, mais elle était seule, et nous trois. Homme d'or? A-t-elle tenté? Non, Morgan et moi avons lancé en chœur. Homme doré, alors, a souri le type. Je lui envoie un sourire haineux. Je détestais qu'on se fiche de moi. C'est exactement ce qu'il était en train de faire. Il a tendu la main. Andrew Dorn. Après un moment d'hésitation, j'ai serré sa main, en restant sur ses gardes. Vous êtes le second général? La question de Morgan était empreinte de scepticisme. Oui, pourquoi? Ça vous pose problème? Morgan a haussé les épaules. Non, je demandais, c'était tout. Il a hoché la tête et, ça c'est un mot de plus, et retourné à son poste.
Leila a fait comme lui en se frottant le bras. Bravo pour la réussite de cette première partie de mission, me félicitait Andrew quand les autres ont été partis. J'espère que le reste ça passe aussi bien. Il n'y a pas de raison. C'est vrai, aucune raison, acquise Andrew. Du café? Je dirais pas non. Est-ce que je peux voir la prisonnière d'abord? J'allais ouvrir la bouche pour dire qu'elle devait dormir, mais je me suis mordu la langue. Nous avons traversé le couloir, j'ai pris la clé dans ma poche et j'ai ouvert. Sophia est assise sur son lit face à la porte. Elle nous observait en silence. J'espère pour toi que ton père t'aime vraiment beaucoup, lui a dit Andrew. Sophia a froncé les sourcils. Elle a jeté un regard aux bottes d'Andrew et s'est mordu la lèvre. Ses bottes n'avaient rien de particulier. Elles étaient marron et ornées de chaînes d'argent au-dessus du talon. Un peu matu à mon goût, mais à part ça... Sois gentil et tu retourneras vite chez toi, a continué Andrew. Sophie n'a pas daigné répondre. Elle a juste froncé un peu plus les sourcils. Andrew est sorti. Je l'ai suivi et j'ai refermé la clé derrière nous. Elle ne doit pas sortir d'ici vivante, a calmement dit Andrew. Ordre général. Le sol a scellé sous mes pieds. Compris, j'en occuperai moi-même. Parfait. Andrew est reparti dans le salon. Je n'ai pas pu lui emboîter le pas immédiatement. Je devais d'abord attendre que le sort redevienne stable. Sophie! De nouveau seul, j'observais la pièce dans laquelle j'étais enfermé. Une ampoule au plafond était l'unique éclairage. Il n'y avait pas de fenêtre et la porte semblait blindée. Le sol était en ciment, les murs en briques et en plâtre. J'avais envie d'appeler au secours, mais ma raison me soufflait que c'était parfaitement inutile. Je risquais seulement d'être ligoté et bâillonné. J'ai passé ma main sur les murs. Je ne savais pas ce que je cherchais, peut-être un espoir. Mais il n'en avait pas. L'homme qui est venu avec Callum, je l'avais déjà vu. Impossible de me rappeler où. C'était terriblement frustrant. J'ai tiré le lit vers le milieu de la pièce. Il a fait un boucan de tous les diables. J'ai arrêté, j'ai tendu l'oreille. Non, personne ne venait vérifier ce que je fabriquais. J'ai recommencé plus doucement. Est-ce que j'allais trouver quelque chose qui pouvait m'être d'aide quelconque? Il y avait une marque dans le mur. À mes camarades primaires, gardez espoir. J'étais pas la première à être enfermée ici. L'écriture était tremblante. Elle semblait avoir été tracée à la pointe de l'ongle. Gardez espoir. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire dans ce trou à rats. Il n'y avait dans la pièce que le lit, une couverture et un seau dans le coin. À moins de me cacher derrière la porte et de frapper avec le seau la première personne qui entrait, rien ne pouvait servir d'arme. Gardez espoir. J'ai repoussé le lit, je me suis allongé. Je me demandais ce que faisait ma famille en ce moment. Minnie, maman et papa. Papa savait-il que je m'étais fait enlever? Comment prenait-il la nouvelle? Je ne l'avais pas vu depuis plus de 6 mois. Combien d'argent la milice exigeait-elle? Combien est-ce que je valais à leurs yeux? Peut-être ne réclamait-il pas d'argent? Peut-être demandait-il la relaxe de prisonnier? Je ne le savais même pas. Quelle ironie! J'avais sauté si fort de ne pas rentrer à la maison et maintenant je me couperais le bras pour revoir ma famille une dernière fois. Une dernière fois, j'ai su en formulant ces mots dans ma tête que j'avais abandonné tout espoir. Callum, nous étions dans notre programme pour un flash d'information. Nous avions les yeux rivés à la télé. L'atmosphère de la pièce était tendue. Je regardais ma montre. Kamala Adley était apparu sur l'écran à 7 heures précis, comme nous l'avons demandé. Je suis venu vous annoncer que je vais temporairement cesser toute activité publique pour des raisons familiales. Je n'ajouterai rien pour le moment. Merci. Il s'est levé aussitôt ces mots prononcés. Jude a eu un geste de triomphe. Olé! Je lui fais pas confiance, ai-je murmuré. Sur l'écran, le journaliste discutait de la déclaration surprise de Kamal avec un correspondant politique. Je ne fais pas confiance à aucun de ces connards, a renchéri Jude. Mais cette fois, on les a eu à notre botte. C'était un soir d'automne un peu froid, un soir d'automne parfait pour aller chercher notre rançon et former Kamal Adley de nos autres exigences. C'était ce que Jude avait prévu la chose. L'argent servira à remplir les caisses de la milice, mais Sophie ne reverrait son père que s'il obtenait que 5 membres de la milice de libération soient libérés de prison. Parmi ces 5 membres, 3 étaient des pivots de notre groupe, de taille que les autorités ignorent. Prêt pour le relais téléphonique? A demandé Andrew. Oui, assèchement a répondu Jude. On s'est entraîné des dizaines de fois. Leila restera ici avec la fille. Pete, Morgan et moi donnons les instructions téléphoniques de 3 endroits différents pour les empêcher de nous localiser. Et Callum ira chercher l'argent et déposera nos nouvelles instructions. Tout est arrangé au millimètre près. Vous serez tout à vos postes, insista Andrew. Évidemment. Jude s'énervait et n'arrivait pas à le dissimuler. Nous ne sommes pas des amateurs, nous savons ce que nous faisons.
très bien, mais je crois qu'il sera plus prudent qu'elle l'est à sa charge de récupérer l'argent. C'est toujours la partie la plus dangereuse, une femme risque moins de se faire repérer. Alors, je prends la place de Pete? Ai-je aussitôt proposé. Non, non. Vous êtes celui qu'Adley connaît le mieux. On ne peut pas prendre le risque d'identifier votre voix. Immédiatement tranché Andrew. Je refuse de rester ici, ai-je lancé rageusement. Je suis pas une babysitter. On a besoin de toi ici, était revenu Jude. Pourquoi Andrew ne reste pas ici pour la surveiller, ai-je demandé. Parce que je pars pour une autre région, a répliqué Andrew. Et je suis ici en tant d'observateur pour faire votre sale boulot. Excusez mon frère, a souri Jude. Il est encore très jeune. Je ne peux pas rester, ai-je répété. Tu feras ce qu'on dit, m'a rembarré Jude. Pourquoi je lui donne une voix de même, je sais pas. Je le mettais mal à l'aise devant le second général. Il me le ferait payer à son retour. Tu restes ici, point final. Je me suis tué, mais mon visage fermé leur disait que ce que je pensais de leur ordre. Allez-y, restez à vos gardes, a dit Andrew. Ne sous-estimez pas les primates. Beaucoup de nos membres ont commis cette erreur et l'ont payé par la prison en se balançant au bout d'une corde. Je surveillerai de très près toute l'opération, de très, très près. Ils sont tous sortis. Je les ai regardés partir avec amertume. Andrew s'est tourné vers moi. Si pour une raison ou l'autre, la police découvre la planque, tu l'as fait avant tout. Compris? Compris. Bien. Jude a laissé passer tout le monde devant lui et m'a murmuré avant de partir. Ne laisse pas tomber de ses frères, d'accord? D'accord. Je te fais confiance. Il m'a donné une claque dans le doigt et a levé le camp avec les autres. J'ai refermé la porte derrière eux et je restais immobile dans l'entrée. Je n'avais pas envie d'être là. Je ne voulais être nulle part près de Sophie. Je ne voulais pas entendre sa voix ni voir son visage. Je veux partir d'ici avant d'oublier pourquoi j'ai choisi cette vie. Je veux partir d'ici avant que je perde les pédales et que je repense à toutes ces choses affreuses que j'ai faites depuis que nous sommes séparés. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour revoir la voiture de Sophie se loin dans le chemin. Ma vie aurait été si différente si j'aurais lu sa lettre à temps, si j'aurais pu la rattraper avant qu'elle m'échappe. Je serais encore en vie, au lieu de ne plus être un bloc de glace. Un bloc de glace, c'est ce que j'étais devenu avant de la revoir. Je veux partir d'ici avant de faire une chose que je vais regretter toute ma vie. Sophie, allongée sur le dos, j'essaie de respirer régulièrement. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. La douleur dans mon ventre s'est estompée, mais elle n'avait pas complètement disparu. Je me massais doucement à l'abdomen. Qu'est-ce que t'as? J'ai ralenti le mouvement de ma main. Je me suis tourné sur le côté, les yeux grands ouverts. Sophie, qu'est-ce que t'as? Callum s'est avancé jusqu'au lit. Rien, va-t'en. Je lui ai tourné le dos. Même si on me l'a redonné, même si on a essayé de m'obliger à me frapper, je n'aurais pas pu soutenir le regard de Callum. Le regarder me donnait envie de pleurer, de supplier. Je refusais de m'y abaisser. Je ne donnerais pas cette satisfaction. Il est l'un de l'heure maintenant. Mon Callum à moi est mort. Il s'est assis sur le bord du lit. J'ai senti le matelas s'affaisser. Nous ne parlions pas. J'ai continué à me passer la main sur le ventre en cercle régulier. Si seulement cette douleur pouvait disparaître, juste une seconde. Le frère de Callum n'avait pas retenu son cou quand il m'avait frappé sa plage. Il y avait sans doute pris beaucoup de plaisir, et la coupure sur mon doigt n'était pas encore cicatrisée. Quand j'ouvrais la main, ça se remettait à saigner. À eux deux, les frères McGregor m'avaient bien arrangé. Soudain, Callum m'a pris la main et m'a massé mon ventre. Je me suis tourné vers lui. J'ai essayé de le repousser. Oh my god, sérieux. Doucement mais fermement. Elle ne s'est pas arrêtée. Je n'arrivais plus à respirer. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je murmuré. Tu as mal. Comme si ça t'importait? Oui, ça m'importe. A-t-elle fini par chuchoter après une pause? Alors laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne peux pas. J'avais honte comme d'habitude. J'ai essayé de tourner mon visage vers le mur, mais Callum m'en a empêché. Il n'avait pas cessé de me frotter le ventre. Ouais? Ok. Nous nous sommes regardés. Le silence nous encerclait comme une clôture de fil barbelé. Il n'y avait pas de fenêtre, l'extérieur n'existait plus. Le monde était réduit à cette pièce si petite. Je t'aime. Oh my god. Je t'aime, a dit Callum tout doucement. Alors laisse-moi partir. Callum a posé son index sur mes lèvres. Je t'aime, a-t-il répété. Je te l'ai déjà dit une fois, mais tu dormais. J'avais peur que tu m'entendes. Maintenant, je n'ai plus peur. Callum m'aimait. Mon cœur dansait à la sarabande, à m'en faire presque mal. Il y a quelques jours, ces mots m'auraient donné envie de m'envoler. Pas aujourd'hui. Tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas m'aimer. Tu m'as dit que tu croyais pas à l'amour.
Si l'amour n'existait pas, je n'aurais pas eu l'impression que le monde s'écroulait quand je t'ai vu t'éloigner vers Shivers. Je suis venu, tu sais, mais il était trop tard. Tu es venu? Callum a un sourire triste. Je n'ai pas lu ta lettre que 20 minutes avant ton départ. J'ai couru, mais il était trop tard. J'ai fermé les yeux pour empêcher mes larmes de couler, mais elles ont coulé quand même. Elles ont roulé sur mes joues comme des gouttes de pluie sur une vitre. Si j'avais su que... Ne t'occupe plus de moi. Ai-je demandé en m'essuyant les yeux. Va-t'en, s'il te plaît. Tu me détestes? A voulu savoir, ben oui, Chris, tu fais kidnapper innocent. Tu me détestes? A voulu savoir Callum. J'avais du mal à rassembler mes idées. Il était venu, il a voulu être avec moi, partir, fuir avec moi. Sa main continuait à caresser mon ventre, mais je n'avais plus mal. La douleur avait été remplacée par un feu qui me chauffait non, qui me chauffait doucement. Tu me détestes? Insistait Callum. J'ai secoué la tête. Un autre lieu, un autre moment, peut-être toi et moi. Je m'en fiche d'un autre temps. M'a interrompu Callum. Moi, je suis ici maintenant. Elle s'est penchée et m'a embrassé. Je n'ai pas eu le temps de me dégager. Ses lèvres étaient sur les miennes et je ne voyais plus que son visage, sur tous ses yeux. Ses lèvres étaient douces, encore plus douces que dans mon souvenir. J'avais repassé ce souvenir et puis j'avais cessé enterrer mon rêve au plus profond de moi. Mais là, maintenant qu'elle m'embrassait, ses lèvres ont forcé les miennes à s'entrouvrir. Elle n'avait plus besoin de me forcer. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas réel. Rien de tout ça n'était réel. C'était interdit par la loi. C'était contre nature. J'étais en train de rêver, perdu dans le monde que je n'étais inventé, dans lequel il n'avait ni primat ni nihil. Rien que Callum et moi. Les autres nous souriaient gentiment, nous tournaient le dos. En tout cas, ils nous laissaient tranquilles. La main de Callum... Non, my God! La main de Callum est remontée au niveau de ma taille, puis plus haut. Son baiser s'est fait plus profond. Callum, chut, je ne veux pas te faire mal. Je ne veux plus jamais te faire mal. Je t'aime, a murmuré Callum contre mes lèvres. Son souffle était chaud et j'ai senti mon ventre frémir. Perdu, j'ai tenté de le repousser, mais il m'a embrassé encore et encore, et je n'ai pu bouger. Je me suis collé contre lui, je l'ai enlacé, je lui ai rendu ses baisers. Mon désespoir était le sien, son désespoir était le mien, comme si le seul rempart que nous avons trouvé contre le monde était notre amour. Et soudain, nous nous sommes enflammés, combustion spontanée, nous brûlions tous les deux. « Je t'aime » a de nouveau murmuré Callum, mais je l'entendais à peine, mes oreilles bourdonnaient. Ses mains étaient partout sur mon corps, chacune de ses caresses m'enflammait un peu plus, mes mains se promenaient sur son dos, ses fesses, ses jambes. Il s'est assis en me gardant contre lui, il m'a levé les bras pour m'enlever mon pull. J'ai déboutonné sa chemise. Il a dégrafé mon soutien-gorge. J'ai baissé la fermeture éclair de son pantalon. Oh, nous nous sommes déshabillés l'un l'autre jusqu'à temps que nous soyons entièrement nus. Je tremblais, pas de froid. Je n'avais jamais ressenti un tel mélange de peur et de joie. Nous nous sommes agenouillés sur le lit face à face. Callum m'a regardé. Je ne savais pas avant cela à quel point un regard peut être physique. Callum m'a caressé les joues, puis sa main a touché mes lèvres et mon nez. Et mon front. J'ai fermé les yeux, j'ai senti effleurer mes paupières, puis ses lèvres ont pris le relais et ont à leur tour exploré mon visage. Ah! Il m'a allongé doucement et ses mains et ses lèvres sont partis à la découverte de mon corps. J'avais envie moi aussi de le toucher de la même manière. Nous allions faire durer ce moment, le faire durer une éternité. Callum avait raison, nous étions ici et maintenant, c'était tout ce qui comptait. Je me suis laissé aller, prêt à suivre Callum partout où il voulait m'amener, au paradis ou en enfer. Oh! Je me suis redressé, j'ai cherché à la hâte mon pantalon et mon pull. Je ne pouvais m'arrêter de pleurer, mon cœur battait à tout rompre, mon nez coulait, ma gorge brûlait. Séphie, a commencé Callum. Est-ce que je lui ressemblais? Avais-je son même air triste? Je ne voulais plus le regarder. Callum était un miroir pour moi. Je me suis rhabillé, j'ai cherché mes sandales. Près de moi, Callum remettait ses vêtements lui aussi. Arrête de pleurer, arrête. Mais je n'y arrivais pas. Je m'étais trompé de pied. Je ne savais plus quoi faire. J'ai violemment retiré mes sandales et je les ai remises. Sans cesser de pleurer. Séphie, s'il te plaît. Callum a essayé de passer son bras autour de mes épaules. Je l'ai repoussé. Il m'a tiré contre lui, ce qui n'eût pas réussi que de redoubler mes larmes.
Je l'ai de nouveau repoussé. La porte s'est ouverte. Morgane et Jude sont entrés en courant et se sont arrêtés brusquement, nous voyant sur le lit. Callum a bondi sur ses pieds, mais c'était trop tard. Arrête de pleurer. Seulement, tu pouvais arrêter de pleurer. Callum, c'était pas ce que vous pensez. C'est exactement ce que vous pensez. Que quelqu'un dise quelque chose, n'importe quoi. Rien. Qu'est-ce que s'est-il passé? Ai-je fini par demander. À vous de nous le dire, a répliqué Jude d'un ton menaçant. Son regard allait de moi, Sophie, de Sophie à moi. Où est Leila? Elle était arrêtée, a dit Morgane. Et Pete? Il est mort, a dit Jude. Il y avait des flics partout. Ils avaient dû mettre sur écoute des cabanes téléphoniques de la ville. Ou alors, ils savaient exactement où nous serions. Morgane et moi avons changé notre position au dernier moment, sinon ils auront eu aussi. On a eu la chance d'en sortir vivant. Jude a sombrement toisi Sophie. Je pensais que nous pourrions prendre la fille et trouver une autre planque, mais maintenant... Il s'est tourné vers moi, la fin de sa phrase en suspect. Qu'est-ce que j'ai fait, Sophie, pardonne-moi, je vous ai tués tous les deux. Je prépare les affaires, ai-je tenté. Jude a secoué la tête. Non, je crois pas. Morgane doit mettre de côté seulement le strict nécessaire. Le reste, on le laisse ici. Morgane est sortie sans un mot. Jude a désigné Sophie du menton. Pourquoi elle pleure? Mon visage était en feu. Lui serrait les lèvres. Et puis, son pouls est à l'envers. Jude a plongé son regard dans le mien. Qu'est-ce que je pouvais répondre à ça? Rien. Jude avait déjà décidé de ce qui s'était passé en son absence. Tu es un crétin. Tu nous as passé une corde autour du cou. Jude m'a attrapé par mon t-shirt. On aurait pu obtenir ce qu'on voulait et la laisser partir. Je m'en fous pas mal des ordres d'Andrew Dorn. Elle nous aurait jamais retrouvés. Il ponctua ses phrases en me frappant le visage. Maintenant, on est coincés. Tu l'as violée. Maintenant, c'est elle ou nous. Crétin, crétin. J'avais serré les poings. Soudain, Jude s'est retrouvé par terre, le nez en sang. Ne me frappe plus jamais, tu m'entends? Plus jamais! Lui ai-je craché au visage. Il a bondi, il s'est jeté sur moi. J'ai bloqué son bras, lui envoyé un autre coup de poing. Voilà, nous étions à nous taper dessus, à essayer de nous faire mal. Vraiment mal. Une silhouette est passée en courant près de moi, mais je n'ai pas pris garde. Jude m'a repoussé. Allez, arrêtez-la, arrêtez-la! Elle s'échappe! Arrêtez-la! Arrêtez-la, ouais. Je regardais autour de moi. Où était Sophie? La porte était grande ouverte. Jude et moi nous sommes lancés à sa poursuite. Morgane, par ici! A lancé Jude. Elle s'est tirée. J'étais dehors. Il faisait nuit. Je ne voyais Sophie nullement. La pleine lune, pourtant, éclairait le chemin. Elle est là! A crié Morgane en montrant un bosquet un peu plus loin. Je me suis retourné. Je t'attends voir Sophie disparaître dans les arbres. Je devais la retrouver avant les autres. Je devais. Que Dieu me vienne en aide si je n'y parvenais pas. Sophie. Quoi, Sophie, ne t'arrête pas. Les ombres s'allongeaient menaçantes autour de moi. Je passais entre les troncs, évitant les branches. Je ne voulais pas retomber entre leurs mains. Tout plutôt que ça, une douleur dans mon pied. J'avais marché quelque chose pointu. J'ai poussé un gémissement. Je me suis aussitôt mordu la langue, mais trop tard. Là! A crié une voix derrière moi, tout près de moi. J'ai filé sur la gauche. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas où j'allais. Peu importe, je fuyais. J'ai entendu le bruissement des feuilles, le craquement des brindilles. Il se rapprochait. Cache-toi, Sophie. J'ai aperçu un buisson. Non, je ne voulais pas m'allonger. Si j'étais découverte, je pourrais pas me remettre à courir assez vite. Je me suis plaqué contre un tronc d'arbre. Je vous supplie, mon Dieu. Les pas ont ralenti, puis ils se sont arrêtés. J'étais si près. J'ai retenu ma respiration. Je ne devais plus émettre un souffle. Mon Dieu, mon Dieu. Perséphone, je le sais que tu m'entends. C'était la voix de Jude. On est des kilomètres de toute habitation. Tu vas errer dans cette forêt pendant des jours, sans croiser âmes qui vivent. Tu n'as pas de nourriture, rien à boire. Viens avec nous, nous ne te ferons pas de mal, je te le promets. Silence. Un instant plus tard, Jude a lâché un juron étouffé. J'en ai profité pour prendre une longue inspiration avant que mes poumons n'explosent. Le vent agitait dans les feuilles, on aurait dit que les arbres murmuraient. Commentant ce qui se passait à leurs pieds, j'expirais tout doucement. L'air tiède me réchauffait les lèvres. J'ai fermé les yeux. Mon Dieu, je sens plus, je vous en supplie, mon Dieu. Sophie, montre-toi et aucun mal sera fait. La voix de Jude s'éloignait à présent. J'en étais presque sûr. Si tu ne la montres pas et que nous te trouvons... La menace est restée en suspens. Les pas étaient de plus en plus distants. Oui, j'ai ouvert les yeux. Je me dirigeais dans la direction opposée à la voix quand
Calum, elle se tenait devant moi, à moins d'1 mètre. J'ai cru mourir de peur. Calum. C'était quoi? A demandé une voix d'homme que je n'avais pas encore entendue. Calum a posé un doigt sur ses lèvres. C'est moi, a-t-il dit. J'ai trébuché. Faut la retrouver. La voix de l'autre homme était de plus en plus proche. Je la vois, là, a soudain crié Calum. J'ai secoué la tête, mes yeux ont imploré. Elle essaye de ruser, elle se dirige vers la maison. Elle continue Calum. Merde! L'homme s'est mis à courir, il s'éloignait de moi. De nous, Calum s'approchait et m'a tendu la main. Elle a levé les yeux. Tu vois la constellation d'Orion? M'a-t-il murmuré. J'ai vu légèrement autour, j'ai accusé. Avance-la en laissant toujours derrière toi. Quand tu auras atteint la route, tourne à droite et continue. Calum, vas-y, Sophie. Elle m'a lâché la main et a tourné les talons. Calum, nous devons parler. Non, va-t'en. Calum. Soudain, je me suis rappelé où j'avais vu l'homme avec le cheval. J'ai retenu Calum. Attends, l'homme, le blond, quoi? Il travaille pour mon père. Je l'ai vu il y a environ 2 ans à la maison. Un pli a barré le front de Calum. Tu es sûr? Certaine. C'est lui. Il est aux ordres de mon père. Il porte même les mêmes bottes avec des chaînes en argent. Je me trompe pas. Merci. Un instant plus tard, Calum avait disparu entre les arbres. J'ai essayé d'apercevoir sa silhouette, mais elle était partie. Je me suis mis à courir. Let's go! J'ai terminé. Oh, 1h11. Ok, salut.